Mesdames et messieurs, la Cour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents pour ce procès qui, je dois bien le dire, s'annonce historique. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui à la demande de la victime, le territoire de Coulommiers, pays de Brie. Faites entrer la victime, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le territoire de Coulommiers, pays de Brie, est l'agglomération qui s'étend de La Ferté-Sugeoire jusqu'à Crécy-la-Chapelle, en passant bien sûr par Coulommiers. Il y a quelque temps, ce territoire a déposé une plainte contre un individu un peu particulier. Faites entrer l'accusé, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder au jugement de l'accusé ici présent. J'ai nommé l'histoire de l'art. Alors, l'histoire de l'art est accusée d'avoir dissimulé des preuves historiques. La victime, à savoir le territoire, assure qu'elle a inspiré d'immenses artistes, qu'elle a été représentée dans d'innombrables peintures. Et elle déplore que l'histoire de l'art n'ait retenu qu'une infime partie de ses chefs-d'œuvre. La victime prétend avoir été la muse de génies comme Pablo Picasso ou Léonard de Vinci. Elle attend donc que l'histoire de l'art reconnaisse qu'elle est aussi mythique pour les artistes que Paris, New York ou Venise. Maître Artibul, vous défendez aujourd'hui l'histoire de l'art et vous présentez un CV très impressionnant. C'est exact. Vous avez été formé auprès de Jacques Vergès, qui a notamment défendu Klaus Barbie. Nous avons ensuite joué un rôle essentiel dans le parcours professionnel d'Éric Dupond-Moretti, qui s'est récemment illustré dans la défense de Patrick et Isabelle Balkany. Vous avez vous-même défendu certains des plus grands criminels que l'humanité ait connus, et vous défendrez donc aujourd'hui votre cliente, l'histoire de l'art. C'est exact. Bien. Quant à vous, Maître Bricoul, vous présentez un profil différent, mais tout aussi impressionnant. C'est exact. Vous êtes illustré dans des combats politiques très honorables, en défendant des victimes face à des géants comme par exemple Monsanto. Vous vous êtes engagé dans la défense des droits des petits, des faibles face aux forts qui ont tendance à profiter d'eux. Et vous défendrez donc aujourd'hui les intérêts de la victime, le territoire de Coulommiers, pays de Brie. C'est exact. Mesdames et messieurs, je vous rappelle le principe fondamental de la justice française, à savoir la présomption d'innocence. L'histoire de l'art est présumée innocente et ce sera à vous, maître, d'apporter les preuves de sa culpabilité. À l'issue des débats, mesdames et messieurs, les jurés, vous serez invités à participer à un vote afin de délibérer quant à la condamnation potentielle de l'histoire de l'art. La parole est à l'avocate de la victime. Merci, monsieur le juge. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, j'aimerais d'abord vous parler de ma rencontre avec mon client. Lorsque j'ai fait sa connaissance, ça a été tout d'abord par l'intermédiaire d'une carte que voici. Voici le visage de mon client, le territoire de Coulommiers, pays de Brie. Regardez bien sa forme. On distingue nettement une ressemblance avec la silhouette d'un bébé dragon, vu de profil. Or, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, il se trouve que cet innocent dragon a toujours été maltraité par l'accusé ici présente, l'histoire de l'art. Voici les seules représentations qu'elle ait retenues.
voir tenu en laisse, comme un chien, dans une peinture du XVIe siècle. On l'a vu à maintes reprises représenté terrassé par Saint-Georges. Le peintre, Raphaël, s'est particulièrement acharné puisqu'il a représenté cette scène 3 fois. Regarde les visages de la victime. Torturé, le cou brisé, les yeux exorbités, la langue pendante tirée si fort qu'elle pourrait s'arracher du corps. Mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, il semble que Madame l'histoire de l'art, l'accusée ici présente, se soit particulièrement acharnée et fait preuve d'un véritable sadisme, d'une perversion dont elle s'est délectée durant des siècles. Bon, je reconnais, notre territoire ressemble à un dragon, et les représentations dans l'art occidental du dragon n'a pas toujours été élogieux. Mais chaque dragon évoqué dans l'art ne représente pas le territoire de Coulommiers et de Brie. Vous prendriez-vous pour le centre du monde? Et pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, je me réjouis des moments que nous allons vivre ce soir. Je me réjouis que justice soit faite et que l'histoire de l'art reconnaisse ses erreurs. J'espère, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, que je parviendrai à vous convaincre de sa culpabilité. J'aimerais appeler à la barre mon premier tour. Très bien. Madame Deligne, veuillez rejoindre la barre, s'il vous plaît. Madame Deligne, veuillez décliner votre identité et vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Je suis Tiffaine Deligne. Je suis née en 1954, j'habite à Saints et je suis pilote d'avion retraité de chez Air France. Très bien. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame Deligne, pouvez-vous raconter à monsieur le juge et à mesdames et messieurs les jurés votre expérience lorsque vous avez survolé l'Amérique du Sud? Avec plaisir. J'adore rendre service. Alors voilà, je suis pilote de ligne car j'aime voler. Voler comme un oiseau. Être dans les airs. De là-haut, on voit le monde autrement. Et c'est ce qui m'amène ici, aujourd'hui, dans ce tribunal. Un jour, alors que j'assurais le vol Paris-Lima, capitale du Pérou, depuis ma cabine, j'ai vu des dessins extraordinaires au sol. J'ai appris plus tard que ces dessins s'appelaient des géoglyphes, mais peu importe leur nom. En voici un. Regardez ce singe. Il mesure 10 terrains de football. Du sol, il est invisible. Je me suis renseignée et ces géoglyphes ont été découverts par un collègue aviateur en 1930. Ils ont été réalisés par une civilisation plus ancienne que les Incas, la civilisation Nazca. Ils sont vieux de 2500 ans. Personne ne sait comment ni pourquoi ces dessins ont été faits. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils appartiennent maintenant au patrimoine de l'humanité. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre significatifs de l'histoire de l'art mondial. Maître, pouvez-vous confirmer les dires du témoin? Oui, je confirme. Tout est exact. Votre cliente, l'histoire de l'art, a toujours prétendu que les géoglyphes appartenaient à une seule et unique civilisation, celle des Nazca, au Pérou. Votre cliente maintient-elle cette version? Ma cliente maintient cette version des faits. Bien. Madame Deligne, pouvez-vous maintenant nous raconter ce que vous avez vu en survolant le territoire de Coulommiers, pays de l'eau? Avec plaisir. J'adore rendre service. Et comme je vous le disais, j'aime voler.
Alors maintenant, je donne des cours de pilotage bénévolement à l'aéroport de Voisin-Mouroux. À cette occasion, en survolant la forêt de Choqueuse, j'ai découvert une forme de visage. Et même si vous regardez bien, un double visage, un visage de femme inclus dans un visage d'homme. Très contemporain. Très contemporain. Mais ce n'est pas tout. En survolant le territoire un peu plus au sud, je suis tombée sur autre chose. Maître, je vous ai fourni une vidéo à ce sujet. Vous m'avez dit que c'est une vidéo que vous avez vous-même tournée depuis votre avion. En effet, j'ai filmé ces images en 2018. Regardez. Vous voyez cette vache? Elle est immense. Il y a des personnes qui marchent là. Elle vous donne l'échelle de cette vache. Et cette vache se situe à proximité de la commune d'Aulnoy, c'est-à-dire au centre du territoire Coulommiers, Pays de Brie. Mais ça n'a été que le début. La même année, j'ai survolé d'autres endroits du territoire et voici ce que j'ai photographié. C'est comme si les champs s'étaient transformés en une bande dessinée géante. Beaucoup plus impressionnant que ce que j'avais vu au Pérou, où les géoglyphes sont simplistes, sans ambition. Les plus beaux géoglyphes sont localisés ici, entre la Marne et le Grand Morin. Et en plus, regardez, ces géoglyphes sont signés. Un vrai artiste signe toujours ses œuvres, n'est-ce pas? Enfin, c'est ce que j'ai toujours cru. Les géoglyphes qu'on trouve ici sont donc beaucoup plus importants et ont beaucoup plus de valeur que les géoglyphes anonymes de Nazca. Sauf que l'histoire de l'art, comme par hasard, refuse de reconnaître leur valeur. Vous avez quelque chose à répondre, maître Artibul? Eh bien, ces représentations champêtres doivent être vraiment très récentes. Personne n'en a jamais parlé. Mais j'ai une question à poser aux témoins. Madame de Ligne, que vous évoque cette peinture? Je ne sais pas, un paysage? Oui, effectivement, c'est un paysage et cette toile s'intitule « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ». Pourriez-vous dire qui a peint cette toile? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de l'art. Je ne suis pas critique d'art. Mais si ça peut rendre service, alors je dirais que c'est un peintre impressionniste. Un peintre impressionniste. Vous en êtes sûr? Je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste de l'art. Mais ça ressemble drôlement à un tableau impressionniste. Eh bien, figurez-vous que l'auteur de cette toile est un âne. Un âne avec 2 oreilles, 4 pattes et une queue. Il s'agit d'un canular artistique organisé par un habitant de Saint-Cyr-sur-Morin, un certain Frédéric. Il a fait ça pour amuser ses amis, faire peindre cette croûte par son art. Et ensuite, il a tenté de tromper ma cliente, l'histoire de l'art, en exposant la toile à Paris. Le pire, c'est qu'il y est parvenu. Maintenant, ce tableau est dans les catalogues d'exposition. Vous voyez bien qu'il y a une tradition de canular artistique qui consiste à se moquer de ma cliente l'histoire de l'art. Alors, qui vous dit que les géoglyphes que vous avez vus depuis votre cabine de pilotage n'ont pas été tracés par des animaux? Je ne sais pas. Brodés par des troupeaux? Je ne sais pas, je doute. Objection, votre honneur, ces dessins n'ont pas été réalisés par des animaux. Objection rejetée, maître. Il reviendra au jury ici présent dans cette salle de délibérer le vrai du faux, vous le savez bien. Souhaitez-vous aborder un autre sujet, maître? Oui, excellente idée, monsieur le juge. J'aimerais appeler à la barre un second témoin. Très bien. Merci, madame Deligne, pour votre témoignage.
Madame Deligne, je vous invite à rejoindre le banc des témoins. Faites entrer Madame Boitix, s'il vous plaît. Bien. Madame Boitix, veuillez décliner votre identité et vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Je m'appelle Sophie Boitix, j'habite à Montménard, village proche de La Ferté-sous-Jouarre. Je suis experte dans l'analyse aux rayons X des œuvres peintes. Je suis accréditée auprès de plusieurs grands musées, dont le Louvre. Je précise que l'analyse aux rayons X permet d'accéder aux couches profondes de peinture, voire même au dessin initial, et donc de reconstituer le travail du peintre par l'empilement successif des couches de peinture. Bien. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame Boitix, pourriez-vous raconter à monsieur le juge et à messieurs, évidemment les jurés ici présents, ce que vous avez découvert en analysant les différents chefs-d'œuvre de la peinture? Eh bien, tout a commencé lorsque j'étais amenée à expertiser une œuvre attribuée à Léonard de Vinci. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Joconde. Vous savez que le tableau du Louvre a été volé en 1911 par un Italien nommé Vincenzo Perugia, qui voulait restituer cette œuvre à son pays. Finalement, le tableau fut retrouvé, il regagna les cimaises du Louvre, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Vincenzo avait un frère, Giuseppe, curé dans un petit village de Toscane. Or, en visitant par hasard ce village il y a quelque temps, j'ai découvert, dans un recoin de l'église, devinez quoi? Oh, sale et poussiéreuse, mais bien reconnaissable pour une experte comme moi, oui, la Joconde. Alors j'ai aussitôt demandé au curé de me permettre d'expertiser la toile pour savoir si c'était l'œuvre du maître ou d'un copiste. Et là, stupeur et tremblement, je peux vous affirmer que cette toile de cette petite église toscane, c'est l'œuvre originale de Leonardo da Vinci, revenu donc en Italie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Et non, car la plus grosse surprise, la voilà. Regardez ce que révèlent mes rayons X. Du bleu! Oui, du bleu. Mais pourquoi Léonard avait-il peint les mains de la Joconde en bleu? Eh bien, pour une habitante de Montménard, village proche de La Ferté-sous-Jouarre et pays des Carriers, mais ça frise l'évidence. Les mains bleues! Mais c'était le surnom qu'on donnait aux ouvriers qui extrayaient les pierres des carrières pour fabriquer les meules des moulins. Des meules exportées dans toute l'Europe. Des mains bleuies par les ecchymoses et par les blessures causées par le dur travail de la pierre. Mais, Madame Boitix, comment Léonard de Vinci aurait-il pu le savoir? Eh bien, j'ai une information que votre cliente, l'histoire de l'art, ne démentira pas. Voici une gravure. Elle montre la Marne à La Ferté-sous-Jouarre. Et ici, vous voyez des meules de pierre prêtes à être embarquées sur la rivière. Cette gravure date de 1453. Or, coïncidence remarquable, Léonard de Vinci est né en 1452. Il ne pouvait donc ignorer l'existence des mains bleues. J'ai donc essayé de savoir si d'autres œuvres de Léonard de Vinci présentaient la même caractéristique. Et j'ai trouvé. Voici ce célèbre dessin, l'homme de Vitruve. Eh bien, aux rayons X,
Vous voyez cet homme, cet ouvrier, il a 4 bras et 4 jambes. Ça symbolise le côté surhumain de son travail. Il en faut des muscles pour façonner des meules de pierre. Et plus encore, vous voyez, il est inscrit dans un cercle dont il est prisonnier. Et c'est le cercle, bien sûr, c'est la meule de pierre. Il est l'esclave de son travail. Quel émouvant symbole qui nous vient du XVe siècle. Madame Boitix, avez-vous soumis d'autres œuvres au Rayon X? Mais bien sûr, j'ai soumis au Rayon X les tableaux qui me sont passés par les mains. En voici un par exemple, d'un peintre américain, John Lewis Rimmel. Il montre des ouvriers aux mains bleues en train d'essayer de faire valoir leurs droits auprès de leur patron. C'est une image un peu plus politique. On peut l'interpréter comme le début du syndicalisme dans l'industrie des meules de pierre à la Ferté-Souchoir. C'est puissant, n'est-ce pas? Et bien d'autres œuvres montrent que des artistes, de nombreux artistes, à toutes les époques, ont été inspirés par les mains bleues et ont voulu leur rendre hommage. Et le problème, c'est que Madame l'Histoire de l'Art a effacé toutes ces preuves sur les mains bleues, les tableaux, comme par magie, on trouve de la peinture belge. Donc sachez, Madame Récoul, que je souffre d'un certain acronie, et que mes yeux ont parfois des difficultés à différencier les bleus de Klein des noirs de Slage. Mais, dites-moi, Madame Boitix, non contente de vous attribuer la redécouverte de la Joconde, plutôt qu'experte en rayon X, ne seriez-vous pas plutôt experte en Photoshop? Parce que moi aussi, je peux retoucher les images, ce n'est pas si compliqué. Regardez. Voici Zinedine Zidane, le patron des Bleus, qui rend hommage aux mains bleues. Jean-Louis Mélenchon, un soutien habituel des ouvriers, les mains bleues. Et Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Et d'ailleurs, un des symboles de Facebook est une main entourée de bleu. Encore un autre hommage aux ouvriers des mains bleues de la Ferté-Souchoir. Vous voyez, moi aussi je peux raconter n'importe quoi. Je crois bien que c'est vous qui falsifiez les œuvres. Et non l'inverse, c'est vous qui nuisez à ma cliente, l'Histoire de l'Art. On essaie de faire passer l'Histoire de l'Art pour une victime, et c'est un procédé complètement malhonnête. Bientôt, vous allez nous apprendre que l'Histoire de l'Art, je ne sais pas moi, subit des violences pendant son emploi. Un peu de calme, s'il vous plaît. Madame, sauf votre respect, vous n'avez rien compris à l'analyse au rayon X. Sur la photo de M. Zuckerberg, avec Photoshop, vous avez rajouté du bleu au-dessus de la main. Avec mes rayons X, j'atteins la couche de peinture bleue qui est au-dessous de la couleur chair. C'est radicalement différent. Merci, Madame Boitix. Monsieur le juge, j'aimerais maintenant passer au sujet suivant et appeler à la barre un côté moi. Très bien. Madame Amar, veuillez s'il vous plaît rejoindre la barre. Veuillez décliner votre identité et vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Sandrine Amar, je suis née à Brie-contre-Robert, je réside à Marolles-en-Brie, je suis critique d'art indépendante et j'adore le fromage.
les 4 bris de la Brie, le Saint-Siméon de Saint-Siméon, le chèvre de Chevru. Qu'entendez-vous par critique d'art indépendante? Je travaille pour mon propre compte. L'histoire de l'art n'est pas ma patronne. Bien. Et j'aime le fromage, les 4 bris de la Brie, le Saint-Siméon de Saint-Siméon, le chèvre de Chevru. Très bien, très bien, très bien. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure sur la tête de Jean de Brie, qui est par ailleurs un excellent fromage triple crème, à pâte molle et à croûte. Très bien. Venons-en aux faits. Eh bien, c'est un fait. J'aime le fromage, les 4 bris de la Brie, le Saint-Siméon. Vous êtes une immense spécialiste de l'art contemporain. Et vous avez très souvent l'opportunité de vous rendre chez des artistes pour découvrir de nouvelles œuvres. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les nouvelles tendances? Eh bien, c'est assez simple. Ce dont je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que les artistes du monde entier se sont tous mis à travailler sur le même sujet, le brie. Évidemment, en tant qu'amatrice de fromage, je me suis beaucoup intéressée à cet aspect de la création contemporaine. Et j'ai commencé à théoriser ce mouvement. Un mouvement? Un mouvement? Oui, un mouvement. Au même titre qu'on a connu l'impressionnisme ou le surréalisme, très clairement, aujourd'hui, on assiste à ce que je qualifierais l'émergence de brisme. Et, monsieur le juge, c'est une immense spécialiste de l'art contemporain qui s'exprime. Madame Hazard, pour que ce soit un peu plus concret, pourriez-vous nous présenter quelques-unes des œuvres emblématiques de ce mouvement, le brisme? Oui, bien entendu. Voici par exemple cette immense œuvre exposée ici même à la Galleria Continua de Boissy-Châtelet. Elle s'intitule « Le don du brie ». C'est une extraordinaire interprétation de la fresque de Michel-Ange située dans la chapelle Sixtine. Ici, la main de Dieu est remplacée par le sabot d'une vache. Elle offre le brie, roi des fromages, à la main humaine. Au ras du sol, une armée de fromages se prosterne de plus en plus bas au fil du temps. Ils s'affaissent comme pour saluer leur chef. C'est très contemporain. Oui, très. Évidemment, l'odeur dans la salle est assez insoutenable. L'artiste met donc à disposition des visiteurs des pince-nez afin de ne pas heurter leur sensibilité. Très belle œuvre. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que même quand les artistes n'aiment pas le brie les inspire quand même. Je voudrais vous montrer cette œuvre qui s'intitule « Défense face à l'envahisseur ». Cette installation prend la forme d'un champ de bataille. Des bris encombrent le sol. Autour de ces fromages, des armes de différentes sortes sont présentes. Dagues, fusils à pompe, battes de baseball, tronçonneuses. Certaines s'attaquent à ces fromages, d'autres sont posées là contre le mur, en attente de riposter. C'est très contemporain. Très contemporain, oui. Une œuvre forte en émotion, courageuse, qui n'est pas sans rappeler les œuvres de Niki Tsafal. Niki Tsafal tirait sur des masques avec une carabine remplie de peinture. Dans cette œuvre, elle a tiré sur des visages de dirigeants. Et même le Père Noël. Oui, même sur le Père Noël. Une liberté désormais perdue. Peut-on en revenir au brie, s'il vous plaît? Oui, monsieur le juge, permettez-moi un dernier exemple pour vous montrer à quel point le brie peut être inspirant. Cette œuvre s'intitule « La Storia di Brie ». Oh, pardonnez mon accent, mais je ne suis que briarde. Le singe Rafiki du dessin animé « Le Roi Lion » gravit lentement la tour de Pise. Quand il arrive au bout, il brandit un brie de mots pour le présenter au monde. En arrière-plan, le mont Rochemort des États-Unis, mais les
visages des présidents ont été remplacés par des têtes de lions. Maître Bricou, pourrait-on entendre la bande-son de ce dessin animé que l'artiste nous a gentiment prêté? Oui, bien sûr. C'est très contemporain. Oh oui. C'est une œuvre qui mélange plusieurs univers de la culture populaire avec le brie. Le brie, je vous le rappelle, un produit emblématique du territoire. Je pense que l'artiste cherche à nous questionner sur la mondialisation et à dénoncer l'uniformisation des cultures. Oh, vous êtes sérieuse? Mais oui, absolument. Il n'y a qu'à voir toutes ces terres revendues à Mickey il y a plus de 30 ans par des brillards intéressés. Il me semble que toutes ces œuvres présentées par Madame Amar ne sont que des canulars. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, regardez ce livre. Il s'intitule L'art nouveau de la peinture au fromage. Eh bien, l'auteur y explique que l'on peut faire des œuvres somptueuses avec du pigment et du gruyère fondu. Du gruyère! Ce livre n'est qu'un pamphlet. Je pense donc que les artistes dont parle Madame Amar sont du même type que l'auteur de ce livre. D'ailleurs, Madame Amar attend une publication. Bon, soyons sérieux. Il est évident, ma brillante l'histoire de l'art n'a rien à se reprocher si elle n'en cite aucun. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais le gruyère, c'est bon aussi. S'il vous plaît. Je vous remercie, maître, pour cette réponse. Madame Amar, je vous invite à rejoindre l'assistance. Et, maître, je crois que vous avez convié un dernier témoin. Tout à fait, j'ai une dernière carte à jouer et pas des moindres. J'aimerais appeler à la barre Madame Claire. Madame, veuillez décliner votre identité et vous présenter brièvement, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le juge. Je suis Madame Claire, voyante. Je suis née le 10 octobre 1972. Je suis domiciliée à Coulommiers, 13 rue de la Libération. Bref, je suis voyante maintenant depuis une dizaine d'années environ. Autrefois, j'étais opticienne, mais c'est un métier dans lequel je ne voyais pas d'avenir. En fait, j'ai découvert ma voix lorsque ma fille m'a offert une boule de cristal. Je me suis sentie en connexion tout de suite avec ma boule. Elle me procurait des états de préscience des plus surprenants. Alors j'ai commencé à rechercher sur Internet des tutos pour développer et enrichir cette capacité. Très bien. J'aurais-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous allez vraiment dire la vérité? Juré. Très bien. Nous écoutons donc votre vérité. Eh bien, la semaine dernière, Maître Bricoul est passé me voir pour me demander de regarder si je pouvais lire dans ma boule l'avenir du territoire de Coulommiers, pays de Brie. Je n'étais pas super partante au départ, parce que moi, c'est l'avenir des gens que je lis.
Mais j'ai accepté. Il faut dire, maître, vous avez été particulièrement généreuse. Objection, votre honneur. Si madame le témoin a reçu de l'argent, ça s'appelle de la subornation de témoin. Non, non, mais pourquoi pas? J'aimerais bien entendre ce qu'elle a dit. Ce n'est pas tous les jours que je rencontre une voyante. Objection rejetée. On écoute, madame Claire. Merci, monsieur le juge. Donc, j'interroge ma boule à l'horizon de l'année 2150 et ce que je vois est totalement stupéfiant. Je vois ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez, il s'agit de la rue Soret. C'est une des rues principales de Crécy-la-Chapelle. Et le pont que vous voyez là, c'est le célèbre pont des Soupirs, localisé actuellement à Venise. À Venise, monsieur le juge. Bref, j'interroge à nouveau ma boule et je vois ceci. Le campanile de Saint-Marc, un autre monument de Venise qui trône au bout de la promenade de Crécy. Et les visions deviennent de plus en plus précises. Et que voyez-vous d'autre, s'il vous plaît? Ce que je vois, c'est que le réchauffement climatique continue son grand œuvre. La neige fond. Plus de neige, plus de banquise, plus de Mont Blanc, plus d'ours blancs. Et à Venise, l'eau monte et met en péril ces magnifiques monuments. Ce que je vois, c'est que les habitants de Crécy-la-Chapelle ont l'immense générosité de bien vouloir accueillir sur leur territoire les plus emblématiques monuments de la Sérénissime. Comment ces téléportations ont-elles lieu, ma boule ne me le dit pas. Elle ne me donne que le résultat. Parfois, les visions sont étranges. J'ai l'impression que les monuments atterrissent à des endroits bizarres. Mais je suppose que les élus font ce qu'ils peuvent et qu'ils essayent d'intégrer les monuments là où il y a de la place. Et ça, d'après ce que vous m'avez raconté, ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. Car je vois ensuite dans un futur plus lointain. Je vois que Crécy-la-Chapelle, à son tour, est submergée par les eaux. Toutes les rues de la ville se transforment en canaux. Et Crécy-la-Chapelle devient l'égale de Venise que nous connaissons aujourd'hui. Venise, monsieur le juge. Bref, je suis en mesure de vous annoncer, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, qu'en 2250, Crécy-la-Chapelle change de nom pour s'appeler Crécy-l'Archipel. Mais c'est n'importe quoi, une délire de voyante. Et attendez, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini, car je vois encore dans un futur plus lointain. Mais j'avoue que les visions sont un petit peu moins précises. Ce que je sais, c'est que les futurs élus de Crécy-l'Archipel vont s'inspirer du plan actuel de Venise pour redessiner leur ville. Le plan de Venise, actuellement, il est comme ça. Il a la forme d'un poisson. Je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, je vois que Crécy-l'Archipel va prendre une forme particulière, mais je n'arrive pas bien à dire avec conviction laquelle. Tantôt, je vois la forme d'un canard, tantôt celle d'une feuille, et parfois même, je vois que Crécy-l'Archipel va prendre la forme d'une manette de PlayStation. C'est comme si Raboul avait un bug. Je suis désolée, mais quand je lui demande de regarder dans un futur trop lointain, elle se met à dysfonctionner. Ne soyez pas désolée, madame Leclerc. Merci infiniment pour votre témoignage. Quoi qu'il en soit, monsieur le juge, il est désormais établi que la ville que nous appelons actuellement la Petite Venise briarde est appelée à devenir aussi grande, aussi belle, aussi inspirante que la Grande Venise. Oui. Eh bien, moi, je ne me sens pas obligée de répondre à des faits qui ne se sont pas encore.
C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, donc. Bien. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Madame Claire. Venez par ici, Madame Claire. Je pense qu'on a place au joueur. Alors, où j'en étais? Alors, nous allons donc maintenant écouter le dernier plaidoyer en faveur du territoire de Coulommiers et Pays de Brie. Si vous êtes prête, Maître Bricoul. J'aimerais commencer en reprenant les pensées d'un grand philosophe français, Auguste Comte. Cet immense penseur a plaidé toute sa vie en faveur du révisionnisme. Oui, ce terme est aujourd'hui terriblement galvaudé et teinté de pensées nauséabondes. J'aimerais pourtant le reprendre ce soir, mais dans le sens extrêmement positif qu'il avait à l'époque où Auguste Comte l'a utilisé pour la première fois. Pour Auguste Comte, réviser l'histoire est un processus nécessaire et vital pour les sociétés. Quand de nouveaux documents, de nouvelles sources, de nouveaux faits sont apportés. Or, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, ces nouveaux éléments, vous les avez entendus ce soir. Les différents témoignages nous autorisent à demander à l'histoire de l'art de réviser ces pensées, de les corriger. Les différents témoignages entendus nous ont également permis de comprendre que le territoire de Coulommiers a été, est et sera une source inspirante pour tous les artistes. J'exige que l'histoire de l'art reconnaisse ses erreurs et rétablisse dans ses droits mon client, le territoire de Coulommiers, Pays de Brie. Je demande qu'elle reconnaisse que Van Gogh n'a pas peint ici l'église auvergnoise, mais bien la collégiale de Christ-Rachel. Que Edward Hopper ne représente pas une ville des États-Unis, mais la départementale de 29 entre Coulommiers et Brie. Vous avez ici à la soirée de clôture de la formation de Coulommiers. Hermère, en peignant sa laitière, avait bien le goût du prix en tête. Le douanier Rousseau nous invite à la pêche électrique à Saint-Aude en dehors des horaires vertueux. Un grand peintre contemporain a peint ici un coucher de soleil sur champ de betteraves cuites. Je vous remercie. Merci, Maître Bricoul. La parole est maintenant à Maître Artibul. Nous écoutons votre plaidoirie, Maître. Alors, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, j'aimerais simplement vous dire que ma cliente, l'histoire de l'art, fait toujours sérieusement son travail et qu'elle ne retient que les œuvres dignes d'être retenues. Et pour Coulommiers et Pays de Brie, elle a choisi de retenir premièrement les tableaux de la vie Corot, avec des tableaux représentant Crécy. Deuxièmement, les toiles d'André Plançon, représentant la Ferté-sous-Jouarre et les bords de Marne. Troisièmement, un chef-d'œuvre de l'art baroque, la grotte au coquillage de Coulommiers. C'est tout. Et demander plus, ce serait l'usurpation, bref, du vol. Personne n'a le droit de réécrire son passé pour qu'il soit entièrement à sa gloire. Ni moi, ni vous, monsieur le juge, ni vous, mesdames et messieurs les jurés, ni votre cliente, maître Bricoul. Or, ce que nous avons entendu ce soir, ce sont des gens
qui tentent de transformer et de voler des œuvres d'art pour les attribuer au territoire de colonie et de prix. Et ce vol n'a pas seulement eu lieu dans les délires de ces témoins. C'est un vol très concret qui a maintenant été connu. J'aimerais appeler à la barre mon seul et unique témoin de la soirée. J'appelle Madame Deligne. Enfin, vous avez déjà témoigné. Pourquoi vous n'avez pas témoigné pour elle? Je suis désolée, mais elle m'a demandé de lui rendre service. Je n'ai pas pu refuser. Vous ne rendez service à personne si vous témoignez maintenant en faveur de l'histoire de l'art. Bah, si. J'ai rendu service au territoire, maintenant je rends service à l'histoire de l'art. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Maître, vous n'êtes pas autorisé à juger de la pertinence des témoins de la défense. Je vous en prie, Madame la pilote de ligne. Nous écoutons à nouveau. Alors, lors d'un trajet vers le sud, vers Perpignan, j'ai été le témoin d'une scène totalement époustouflante. Je pilotais mon avion tranquillement, je respectais mon couloir aérien, comme à la piscine, je respecte toujours les couloirs. Et ce jour-là, en face de moi est arrivé un équipage surréaliste. 3 énormes hélicoptères transportaient un bâtiment. Bâtiment que j'ai pu identifier comme la gare de Perpignan. Gare de Perpignan qui, je le précise, n'est pas n'importe quelle gare. La gare de Perpignan a été désignée par l'artiste Salvador Dali comme centre du monde. Et où allait-elle, cette gare, à votre avis? Elle prenait la direction de la Ferté-Sougeoire. La Ferté-Sougeoire. Avez-vous pu reconnaître les personnes qui pilotaient ces hélicoptères? Non, malheureusement, ces personnes avaient le visage dissimulé. Ils portaient tous le même masque. Pas des masques chirurgicaux comme on en porte beaucoup ces derniers temps. Non, plutôt des masques de déguisement. Des masques que j'ai déjà vus quelque part, il me semble. C'est exactement ça. Si. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, ce document est la preuve que le territoire de Colomiers, pays de Brie, est un usurpateur et que certains habitants n'ont pas trouvé d'autres idées que de tenter de se faire passer pour Salvador Dali. Mais n'est pas Salvador Dali qui veut, n'est pas le centre du monde, la communauté de communes qu'il revendique. D'ailleurs, j'annonce ce soir que ma cliente d'histoire de l'art va assigner en justice cette bande de délinquants. Je n'ai rien à ajouter. Bien, merci, maître. La police doit intervenir. La police demande à ce qu'un document soit maintenant diffusé. Je m'appelle Luzancy, mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. C'est parti d'une idée un peu folle, voler le centre du monde. Lui, c'est Salvador Dali. C'est lui qui a décidé d'installer le centre du monde à la gare de Perpignan. Une idée de génie. Ouais, sauf que Dali est mort. Et notre plan, c'est de voler la gare de Perpignan pour l'installer chez nous, à la Ferté-Sougeoire. Je dis nous parce que je n'étais pas seule. On était plein à bosser sur le casse. Il y avait Marolles Ambry, Sancy, Moreau, Pierre-Levé, Samron, Touquin, Coulommiers, Guérard, Farmoutier ou encore Condé. Mais surtout, il y avait le professeur. Je vous ai réunis aujourd'hui car le temps est venu de réaliser le braquage du siècle. Voler le centre du monde. Pour réussir notre coup, vous allez être divisés en 3 groupes. Vous serez les extracteurs. Votre mission sera
d'extraire la gare. Vous serez les transporteurs. Vous aurez comme mission de déplacer le centre du monde vers la Ferté. Et vous la remettrez au receveur, le 3e groupe. Vous serez en charge de tout mettre en place. Au travail. Ouais, mais monsieur, pourquoi mon nom de code c'est Charmoutier? Mais ouais, ils sont pourris nos noms. Ah ouais. Oh, un peu de calme. Au travail maintenant. Voilà comment ça va se passer. Chaque année, la ville de Perpignan commémore le jour où Dali a décrété la gare comme centre du monde. Et chaque année, les visiteurs se déguisent en Salvador Dali. Ça, c'est en 2015. Et ça, en 2018. Donc, d'abord, la veille de la commémoration, on va bosser la nuit. On va se faire passer pour des agents SNCF et éclater les fondations de la gare avec de la TNT. Le lendemain, ce sera le jour J. Les habitants de Perpignan porteront des masques de Dali. Et bien sûr, nous aussi. Fondez-vous dans la foule et accrochez la gare aux hélicos. Et vous chargerez de la prise d'otage. Lui, c'est Louis Alliot, le maire de Perpignan. Ce jour-là, c'est sûr, il n'aura pas de masque. Vous ferez en sorte qu'il soit à l'intérieur de la gare au décollage. Ensuite, ce sera à nous, les transporteurs, d'intervenir. Nos 5 hélicos sont des hélicoptères russes de type Mi-26, feront décoller la gare. Donc tout le monde pensera à $. Genre un événement surréaliste organisé de toutes pièces par la ville. Je peux vous assurer que tout le monde va nous acclamer. Ensuite, bah c'est fait, il n'y a plus qu'à ramener la gare à la Ferté. Ouais, mais comment on fait si on se fait attaquer par des rafales? Impossible, on a un otage. Le plan était parfait. Là où ça s'est gâté, c'est quand il a fallu décider de ce qu'on allait faire du centre du monde, une fois arrivé chez nous. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout d'accord. Il y en a qui voulaient le transformer en monument. D'autres l'installer sur une colline pour que tout le monde puisse l'admirer. Moi, perso, j'aurais bien mis à la place du Lidl. Non mais n'importe quoi, on va pas le mettre au Lidl. Je fais mes courses là-bas. Non, moi je dis on le met à la place de la gare, c'est plus logique. Et pourquoi on le revendrait pas en petits morceaux? On pourrait se faire un max de pognon. Ils ont fait la même chose avec le mur de Berlin, pourquoi pas nous? On le réduirait en miettes et on le gèlerait en petits sachets, je sais pas moi. Bref, les discussions ont complètement dégénéré. Maintenant, pourquoi ces jeunes délinquants sont assignés en justice? Je ne vous ai pas raconté des bobards, n'est pas Dali qui veut. C'est tout. Bien, merci maître. Merci madame Deligne. Je vous invite à rejoindre le banc des témoins. Alors si les débats sont clos, je propose qu'on procède au vote. Mesdames et messieurs les jurés, le procès auquel vous venez d'assister arrive à son terme. Et j'aimerais maintenant vous proposer de décider de son issue. Dans quelques instants, vous allez pouvoir condamner ou au contraire innocenter l'histoire de l'art. Pour ce faire, vous trouverez sous vos chaises 2 cartons de vote. Un rouge, un bleu. S'il vous plaît, veuillez vous saisir de ces cartons. Est-ce que tout le monde a bien ses cartons? On va attendre un peu. C'est bon?
Bien. Mesdames et messieurs les jurés, si vous pensez que l'histoire de l'art est coupable, levez carton rouge. Et si vous pensez que l'histoire de l'art est innocente, levez carton bleu. On a bien fait son carton, je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42. Levez le rouge, levez. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les votes bleus sont majoritaires. Bien. Alors les cartons bleus sont majoritaires et la justice relaxe donc l'histoire de l'art des accusations portées par le territoire de Coulommiers et Pays de Brie. Maître Artibule, votre cliente est innocentée et peut repartir libre de ce tribunal. Maître Bricoul, désirez-vous faire appel de la décision rendue? Évidemment. Très bien. Nous nous verrons donc dans quelques temps au même endroit. La séance est levée.